298,7 millions de barils. C'est le niveau le plus bas de la réserve stratégique de pétrole américaine depuis 1983. Alors pourquoi Donald Trump passe sa soirée à célébrer une victoire électorale en Floride ? Parce qu'il a besoin d'une victoire, n'importe laquelle, pour détourner le regard de ce qui se passe vraiment sous ses pieds. Et cette nuit-là, en Floride et en Caroline du Sud, il n'a même pas eu ça. Le 18 août 2026, Donald Trump a vécu ce que ses propres soutiens qualifient de soirée cauchemar. 2 candidats qu'il avait personnellement adoubés se sont fait éjecter par leur propre camp. Un 3e a survécu uniquement grâce à une vidéo de surveillance qui aurait dû l'achever. Et une 4e, la propre remplaçante de Lindsey Graham au Sénat, s'est effondrée en direct sur une question de sécurité nationale aussi simple que Taïwan. Ça vous dit quelque chose ? Alors non, c'est pas juste une histoire de mauvaise primaire, c'est un problème plus large que ça. C'est la preuve que l'endorsement de Trump, celui qui faisait trembler tout le parti républicain il y a encore 2 ans, ne protège plus personne. Et pendant que son parti se déchire en interne, le pays, lui, s'enfonce dans une crise énergétique que personne à la Maison-Blanche n'a envie de nommer par son nom. 2 questions vont nous accompagner ce soir. Première question, pourquoi la base MAGA, celle qui a hurlé son amour pour Trump pendant 10 ans, commence-t-elle à désobéir à ses ordres électoraux ? Deuxième question, qu'est-ce que Trump espère vraiment cacher derrière ses résultats de primaire ? Je vous promets qu'on va descendre en 3 couches. La surface, d'abord, ce qui s'est réellement passé mardi soir, le mécanisme ensuite, pourquoi ça se produit maintenant précisément ? Et la conséquence, enfin, ce que ça révèle sur l'état réel du pays, bien au-delà des urnes. Et tout de suite, une première récompense concrète, un chiffre que vous n'avez probablement pas encore vu ailleurs, celui de la réserve stratégique de pétrole, va devenir la clé de voûte de toute cette histoire. Commençons par Cory Mills, parce que c'est le nom qui aurait dû faire la une, et qui n'a presque fait aucun bruit. Cory Mills, élu du 7e district de Floride, réélu 2 fois grâce au soutien répété de Donald Trump, s'est fait battre mardi par Ryan Elijah, un ancien présentateur télé sans notoriété nationale, avec un score sans appel, 46% contre 34%. D'après le Washington Post et CBS News, Mills se présentait sous le poids d'une enquête de la commission d'éthique de la Chambre, d'accusations de violence conjugale portées par une ex-compagne qui a obtenu une ordonnance restrictive contre lui, de questions sur ses finances de campagne et d'une enquête du ministère de la Justice sur ses comptes personnels. Mills nie toute conduite répréhensible et ces éléments restent à ce stade des allégations documentées, pas des condamnations. Mais Trump l'a soutenu quand même jusqu'au bout. Regardez bien ça, parce que le détail est là, c'est pas malgré les scandales que Trump a continué à soutenir Cory Mills. C'est peu être justement à cause d'eux. Un homme acculé, sous enquête, qui doit tout à celui qui l'a couvert, c'est exactement le genre de loyauté que ce camp la recherche. Sauf que cette fois, les électeurs républicains de Floride n'ont pas suivi, ils ont préféré un présentateur télé inconnu à un fidèle de Trump empêtré dans une enquête fédérale. Et ça, c'est un signal que même l'establishment MAGA le plus loyal ne peut plus ignorer. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est un cas isolé. Un type avec trop de casseroles, ça arrive, même dans le camp le plus fidèle. Sauf que non. À quelques kilomètres de là, dans le 19 district de Floride la même nuit, une 2e candidate adoubée par Trump s'est fait laminer. Catalina Loaf, présentée par Trump lui-même comme une patriote America First, a été battue par Jim Schwartzel, un animateur radio local, en fait bien plus ancré dans le district qu'elle. Le détail savoureux, celui que Trump a soigneusement évité de mentionner dans sa vidéo d'endorsement, Catalina Loaf n'a jamais vécu dans ce district. Elle vient de l'Illinois, elle s'y était déjà présentée aux élections et elle avait déjà perdu là, bas aussi. Une candidate importée, sans racines locales, avec l'estampille Trump collée dessus comme unique argument de vente. Et les électeurs de Floride n'en ont pas voulu. C'est là que le tableau change. Parce que 2 défaites la même nuit, dans le même État, pour 2 candidats, adoubés personnellement par Trump, ce n'est plus une anecdote. C'est un schéma qui commence à se dessiner et il rappelle furieusement la fable du corbeau et le renard. La flatterie électorale marche
jusqu'au jour où le fromage tombe quand même de la bouche de celui qui l'a trop cru. Et ce schéma va continuer. À Ormond Beach, toujours en Floride, le candidat Randy Fine, un élu qui multiplie les déclarations extrêmes sur la politique étrangère et qui traite systématiquement toute critique de sa loyauté envers Netanyahou comme une accusation antisémite, a lui gagné sa primaire. Mais pas sans un épisode assez gênant. Une caméra Ring, celle d'une habitante qui l'a filmé à distance, l'a surpris en train de fouiller dans sa boîte aux lettres, en plein démarchage électoral. La vidéo diffusée par TMZ, Breitbart et le Daily Caller montrent Fine soulever le couvercle et feuilleter le courrier d'une inconnue pendant plusieurs secondes. La police n'a relevé aucun vol et n'a engagé aucune poursuite, la propriétaire ayant seulement voulu signaler l'incident sans porter plainte. C'est un fait établi, filmé, confirmé par l'entourage de Fine lui-même. Il ne s'est rien passé de pénalement grave. Mais avouer que fouiller le courrier d'une électrice pendant sa propre campagne, ça ne trompe personne sur le genre de rapport que cet homme entretient avec les limites. Et ce n'est même pas le plus gros morceau de cette histoire électorale. Direction la Caroline du Sud, où Darlene Graham, la sœur de Lindsey Graham, a été nommée sénatrice après la mort de son frère en 2026, avec la bénédiction explicite de Trump. Elle affrontait Ralph Norman en débat, un adversaire républicain plus expérimenté sur les questions internationales. Et là, la modératrice lui pose une question qu'on pourrait qualifier de basique pour quelqu'un qui siège au Sénat américain. Taïwan et la mer de Chine méridionale représentent-ils un enjeu de sécurité nationale pour les États-Unis? La réponse de Darlene Graham, mot pour mot. Je vais être honnête, je ne suis pas très informé sur la sécurité nationale, mais je soutiens l'armée. Elle a ensuite affirmé, dans la foulée, que la Caroline du Sud comptait 50 millions d'habitants. Le vrai chiffre, c'est 5 millions. Une erreur d'un facteur 10 en direct sur son propre État. Elle a été nommée pour terminer le mandat de son frère au Sénat des États-Unis et elle ne connaît toujours pas la population de l'État qu'elle représente. Ça inspire confiance. L'argument le plus solide de l'autre côté, c'est que Ralph Norman, lui, a une vraie réponse à donner sur ce sujet. Et elle n'est pas totalement absurde. Il a défendu l'idée que la fermeté américaine face à l'Iran empêche justement la Chine de tenter quoi que ce soit contre Taïwan, une forme de dissuasion par la démonstration de force. C'est une théorie de politique étrangère cohérente, défendue par des générations de stratèges, et elle mérite d'être prise au sérieux plutôt que moquée d'emblée. Le problème, c'est que cette même fermeté a un prix bien réel, et ce prix, on va justement le trouver dans les chiffres de la réserve stratégique de pétrole américaine, ceux qu'on a annoncés en ouverture. La dissuasion, sur le papier, ne coûte rien. Dans les faits, elle vide les réserves du pays goutte par goutte. Ce que je sentais depuis le début sur ce point-là, c'était vrai. Trump n'a pas perdu la confiance de l'Amérique. Il a perdu la confiance de son propre camp. Le vrai problème commence ici. Parce que jusqu'à présent, on a parlé de résultats électoraux, de vidéos gênantes, de flux en direct. C'est le genre de choses qui font les gros titres pendant 48 heures et qu'on oublie ensuite. Mais il y a un deuxième fil à cette histoire. Et il change complètement la portée du premier. Pendant que Trump savourait la victoire de Randy Fine et minimisait ses deux défaites, un chiffre nettement plus grave circulait dans les rapports économiques de la semaine, presque sans bruit médiatique. D'après CNBC et NPR, la réserve stratégique de pétrole américaine est tombée à 298, 7 millions de barils début août 2026, son niveau le plus bas depuis mars 1983. C'est, à dire depuis plus de 40 ans, cette réserve, faut savoir que ce n'est pas une simple cagnotte de carburant, c'est le coussin de sécurité que les États-Unis gardent en cas de choc pétrolier majeur, une guerre, un blocus, une catastrophe. Elle a fondu à ce point parce que Trump a ordonné, en mars 2026, la libération de 172 millions de barils pour compenser la perturbation massive des exportations mondiales provoquées par le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran. La chaîne Fox, proche de Trump, préfère attribuer cette chute à l'administration précédente. Mais les chiffres publiés par l'Agence d'information sur l'énergie ne mentent pas sur le calendrier. La ponction massive de 2026 date de la gestion de la crise Hormuz par cette administration, pas d'une décision prise des années plus tôt, juste une seconde, parce que ce détail mérite qu'on s'y arrête. Le seuil de fonctionnement minimal, celui en dessous duquel les cavernes de stockage elles-mêmes deviennent difficiles à gérer techniquement, se situe autour de 70 millions de barils.
On en est encore loin, d'accord. Mais la trajectoire, elle, est claire. Et elle n'a jamais été aussi basse depuis l'époque où un gallon d'essence coûtait 1,20 $. Ce n'est pas un accident de gestion budgétaire. C'est le prix concret, chiffré, vérifiable de la politique de paix par la force que Ralph Norman vantait en plein débat. Et pendant que la réserve nationale se vide, ce sont les gens ordinaires qui encaissent la facture au comptoir de la pompe. Au Texas, plusieurs automobilistes interrogés racontent avoir dû se séparer de leur pick-up diesel, faute de pouvoir suivre la hausse des prix qui flirtent désormais avec les 6 $ le gallon. Ça ne redescend jamais vraiment, ça remonte encore plus haut, résume l'un d'eux. C'est pas une opinion partisane, c'est un témoignage de terrain dans un État qui a voté Trump 2 fois. Et c'est bien ça, le vrai fil rouge de cette soirée électorale. Ce ne sont pas les électeurs démocrates qui commencent à décrocher. Ce sont les électeurs républicains eux-mêmes, ceux du Texas comme ceux de l'Ohio. D'ailleurs, à ce sujet, un électeur républicain de longue date, toujours inscrit dans son parti, toujours votant aux primaires, interrogé sur ce qu'il dirait directement à Trump s'il en avait l'occasion, a répondu en un mot, démissionner. Vous êtes en train de détruire le pays. C'est pas un militant démocrate qui parle. C'est un homme qui vote encore aujourd'hui dans les primaires républicaines et qui n'arrive plus à reconnaître le parti qu'il a soutenu pendant des décennies. Attendez. Il y a un détail que presque personne n'a relevé cette semaine-là et qui résume à lui seul l'ambiance dans l'entourage proche de Trump. CNN, par la voix de la journaliste Kristen Holmes, a révélé un épisode datant d'octobre 2023, mais rendu public seulement en août 2026. Nathalie Harp, l'assistante personnelle de Trump réputée pour ne jamais le quitter d'une semelle, se serait retrouvée sans place dans le convoi présidentiel en route pour une audience au tribunal de New York. Plutôt que de rester derrière, elle serait montée dans le coffre du véhicule pour ne pas être séparée de lui. L'épisode, documenté par CNN à partir de 2 sources et d'une photo, a provoqué une véritable scène de dispute dans le hall de la Trump Tower avant le départ du convoi. Ce genre de détail pourrait sembler anecdotique, mais il ne l'est pas si on le remet dans son contexte plus large. Ça rappelle furieusement une cour royale où l'accès physique au souverain compte davantage que la compétence de ceux qui l'entourent. Une variante moderne de l'habit ne fait pas le moine. Peu importe la fonction officielle, ce qui compte, c'est la proximité physique avec le trône. Il paraît qu'on ne critique pas Nathalie Harp non plus, sous peine de déclencher une réaction disproportionnée de l'entourage. Un homme qui poursuit la BBC pour 10 milliards de dollars, mais refuse de produire le moindre document à l'appui. Ce même homme s'entoure d'une garde rapprochée où la loyauté physique compte plus que la compétence stratégique. En clair, il porte plainte et il espère surtout que personne n'ira vérifier les preuves. Et ce n'est probablement pas terminé, parce que pendant que Stephen Moore, ancien conseiller économique de Trump, se félicitait en direct à la télévision que ses résultats de primaire donneraient, selon lui, un élan aux Républicains pour les élections de novembre, personne sur ce plateau n'a posé la question qui dérange vraiment. Un élan basé sur quoi, exactement, quand 2 candidats adoubés par le président viennent de se faire éliminés par leur propre camp le même soir, et quand la réserve stratégique de carburant du pays touche un plancher vieux de 40 ans, le vrai tableau arrive juste après. Parce que la réponse à notre première question, celle du début, elle est là, sous nos yeux, depuis le début de cette vidéo. La base MAGA ne désobéit pas par idéologie. Elle désobéit parce que les scandales, les mensonges géographiques, les vidéos embarrassantes et les prix à la pompe finissent par peser plus lourd que le nom Trump sur un bulletin de vote. Ce vernis-là commence à craquer, un district à la fois. Pendant qu'il compte les sièges qu'il a sauvés, le pays, lui, compte les barils qui n'existent plus. Revenez avec moi à la question du départ. 298, 7 millions de barils, le plus bas niveau depuis 1983. Vous êtes venus pour comprendre pourquoi Trump célébrait une soirée électorale ratée. Vous repartez avec la preuve que cette célébration n'était qu'un écran de fumée posé devant une crise énergétique bien plus grave que son propre camp commence à sentir jusque dans son portefeuille. Ce qui semble être une simple mauvaise nuit électorale est en réalité le symptôme visible d'un système à bout de souffle du sommet de l'État jusqu'à la pompe à essence du Texas. Qui sème le vent récolte la tempête. Et cette semaine-là, à Tallahassee, comme à Columbia, la tempête a soufflé directement sur les candidats de Trump. Ce n'est pas de la malchance,
C'est une méthode répétée assez souvent pour ne plus être un hasard, promettre la force, encaisser le coup en silence et compter sur les gros titres du lendemain pour ne jamais faire le lien entre les deux. Ce qui devrait nous inquiéter, franchement, ce n'est pas seulement une poignée de candidats battus dans 2 États, c'est la vitesse à laquelle les digues internes du parti qui a porté Trump au pouvoir commencent, elles aussi, à céder. Vous avez remarqué comme ce genre de détail, la réserve stratégique au plus bas depuis 40 ans disparaît toujours juste avant d'arriver au gros titre du soir. Ce n'est pas un oubli éditorial de la part des chaînes proches de Trump. C'est un choix répété assez souvent pour ne plus être accidentel. Et ceux qui se contentent des résumés de 30 secondes sur les résultats de primaire ratent complètement ce fil-là, celui du prix réel payé par les automobilistes texans pendant que Washington célèbre Randy Fine. Et pendant que cette question reste sans réponse officielle, ce sont les automobilistes du Texas et les électeurs déçus de l'Ohio qui absorbent le coût réel de cette politique, pendant que les porte-paroles de l'administration continuent, eux, de parler de paix par la force, comme si le mot suffisait à effacer la facture. Cette impression que vous aviez en observant ces derniers mois, que quelque chose ne tournait pas rond dans ce discours de fermeté à tout prix, elle était fondée, pas exagérée. La vraie question qui reste ouverte, ce n'est pas de savoir si Trump perdra d'autres primaires. C'est de savoir combien de temps un parti peut tenir en spectacle de loyauté pendant que la réalité économique, elle, continue de s'écrouler sous ses propres électeurs. Et cette question-là, contrairement au fleuve de Darling Graham sur Taïwan, personne à la Maison-Blanche n'a encore de réponse toute prête. Si cette histoire vous a permis de voir un lien que les gros titres ne montrent jamais, abonnez-vous à la chaîne, parce que la suite de cette crise énergétique va directement peser sur les élections de novembre.